sont ces valeurs profondes auxquelles le peuple gabonais est attaché? Qui les a identifiées? Ces valeurs profondes et traditionnelles, lesquelles? Quelles sont ces valeurs? N'eût-il pas été judicieux que les auteurs essaient de s'asseoir et cherchent à identifier? Ben ouais, mais cela aurait nécessité un comité de rédaction plus restreint, peut-être 100 personnes, où on aurait vu des universitaires, surtout des anthropologues. Il y a quand même l'anthropologie juridique et politique. L'anthropologue peut nous éclairer sur ces valeurs profondes. Ces valeurs sociales profondes et traditionnelles. Donc, je me résume très rapidement. Les deux parties de la Constitution de 91 sont donc séparées. Ils ne sont pas liés. Et notamment, il n'y a pas un lien entre les textes fondamentaux auxquels se réfère le préambule et les dispositions du texte de la Constitution. On ne voit d'ailleurs nulle part dans cette Constitution la trace, peut-être que j'exagère, des valeurs sociales profondes et traditionnelles du peuple gabonais. Mais ces deux parties vont être unifiées. Grand B, deux parties transformées en bloc. Dans sa première décision, c'est sa toute première décision, la toute première décision de la Cour constitutionnelle, créée d'ailleurs, instituée par la Constitution de 91, dans sa toute première décision du 28 février 92, la Cour constitutionnelle transforme en bloc le préambule et le corps de la Constitution en affirmant. Je vais lire ce paragraphe. En affirmant que la conformité d'un texte de loi à la Constitution doit s'apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes de valeur constitutionnelle énumérés dans le préambule de la Constitution auquel le peuple a solennellement affirmé son attachement et qui constitue avec la Constitution ce qu'il est convenu d'appeler le bloc de constitutionnalité. Bon. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le bloc de constitutionnalité a été forgé par la doctrine française par rapport au préambule, à l'unité juridique du préambule de la Constitution française de 58 et du texte constitutionnel. Là aussi, la valeur juridique du préambule de la Constitution de 58 a été conférée à celui-ci par le Conseil constitutionnel. Donc, voilà deux blocs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que les deux blocs sont indivisibles, sont compacts. Mais alors, est-ce que les deux blocs sont effectivement homogènes? La Cour constitutionnelle va essayer un tout petit peu de suivre le Conseil constitutionnel, ce que j'ai regretté dans un article que j'avais publié, qui reste d'ailleurs d'actualité. En mettant au même niveau, suivez bien, pour comprendre la suite, en mettant au même niveau, au même plan, le préambule et le corps de la Constitution.
Donc, la Cour constitutionnelle ne les hiérarchise pas. Et j'ai pensé à l'époque, lorsque j'ai commenté, enfin, je ne l'ai pas commenté, lorsque j'ai réfléchi sur la valeur juridique du préambule, j'ai pensé, je continue de l'affirmer d'ailleurs, le projet de constitution me donne raison, qu'il aurait fallu que la Cour hiérarchisât au sein de ce bloc le préambule et le corps de la Constitution. De telle sorte que le préambule guide la rédaction, l'organisation du pouvoir. Et que cette organisation du pouvoir soit effectuée par référence au préambule, afin de ne pas rentrer en contradiction avec le préambule, qui, à mon avis, exalte la liberté, Et cette exaltation de la liberté, me semble-t-il, lorsque l'actuel projet, je vais regarder très rapidement, nous dit, conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses ancêtres et l'histoire, mais quelle est l'histoire de nos ancêtres? Nos ancêtres se sont battus et sont morts pour être libres. Se sont battus contre les forces coloniales. Et vous avez un auteur qui en parle, excusez-moi, je vais vous donner son nom, c'est Divasa Nyama, dont on peut lire aujourd'hui les 3 romans sur nos aïeux qui se sont battus Alors, l'absence de cette hiérarchisation nous conduit donc à la deuxième partie, c'est-à-dire l'inadéquation des 2 parties du projet de constitution au sein du bloc. En réalité, tout se passe comme si les rédacteurs de la Constitution n'ont pas voulu rédiger la Constitution en se référant au préambule et particulièrement à son noyau dur qui demande la liberté, ou bien qui exalte la liberté. Donc, l'absence de cette inadéquation conduit donc au déphasage entre les 2 parties du bloc de la Constitution. Alors que le texte de la Constitution, le texte même, doit être rédigé ou le pouvoir, le code de la Constitution, puisque le code de la Constitution organise le pouvoir, détermine les organes de l'État, précise les règles de dévolution du pouvoir, mais c'est le préambule qui doit donc limiter ce pouvoir pour préserver les libertés fondamentaux des individus. Bien. Alors, et comment ce pouvoir doit être organisé? Très rapidement, quelle est l'idée? Autrement dit, j'ai oublié, si vous voulez avoir l'intégralité de la Constitution, il vous faut avoir sous vos yeux
la charte africaine des droits des peuples et les droits de l'homme et des peuples. Il vous faut avoir la déclaration universelle de 1948. Il vous faut avoir, dont je vous ai dit tout à l'heure, qu'il a été supprimé. Alors, donc, il y a un déphasage. Le premier aspect de ce déphasage, il faut le préciser, c'est que la rédaction de la Constitution ne tient pas compte de l'alinéa de son alinéa 12. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution de 91 avait 4 alinéas, le projet de Constitution en a 12. Le dernier dit ceci. Le dernier alinéa dit ceci. En vertu de ces principes, on revient toujours aux principes, et de celui de la souveraineté des peuples, le peuple gabonais adopte par référendum la présente constitution, loi suprême de la République, suivez très bien, dont le préambule est partie intégrante. Ça veut donc dire que, avec le projet, la lecture de la Constitution ne commence plus à l'article 1er du titre préliminaire, qui d'ailleurs est déclassé par le préambule du projet de Constitution et qui devient le titre 2, alors que le titre 2 devient le titre 1. Ce qui pose un problème de forme. Je vous ai dit que le titre préliminaire, les principes et les libertés fondamentaux, venait tout de suite après le préambule. Pourquoi? Parce que le constituant avait puisé dans le préambule, dans les textes auxquels renvoie le préambule, qui n'avaient pas de valeur juridique, un ensemble de principes et de droits fondamentaux pour imposer leur respect au pouvoir public. Donc, en faisant suivre le préambule par le titre, par le titre 1 qui devient, et qui était le titre 2 avant, et qui devient des principes et des valeurs de la République, le projet enlève donc à l'ensemble cette harmonie, parce que c'est le titre, ils auraient dû enlever certainement le titre préliminaire et mettre le titre 1, tout simplement. Et puis, ce titre 2 restait en place. Il y avait une cohérence, une suite cohérente. Alors, donc, au regard donc du préambule, le constituant a donc constitutionnalisé la jurisprudence de la Cour. Malheureusement, la Constitution a été rédigée sans tenir compte de cela. Alors, je voudrais prendre un certain nombre d'exemples très rapides. J'espère que je vais y arriver. Le problème de la nationalité, par exemple. Puisque dans la nationalité, pour montrer un tout petit peu les problèmes de déphasage entre le projet de constitution et le déphasage entre le préambule du projet et ses 173 articles. Alors, oh là là, j'ai arrêté de... Je ne trouve pas cela, excusez-moi, oh là 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 là. Ah, c'est l'article 15.
L'article 15 dit ceci. Tout individu a droit à une nationalité. La Constitution, le Code de la Constitution, qui détermine les conditions d'éligibilité du président, évoque la double nationalité. Autrement dit, c'est ma compréhension. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Ça veut donc dire ceci. Par rapport à ce texte, tout Gabonais a une nationalité. Et on aurait pu résoudre le problème en affirmant tout simplement cette disposition de la Déclaration universelle de l'homme et en disant que tout Gabonais qui change de nationalité doit d'abord renoncer à la nationalité gabonaise. Ou alors, tout étranger qui veut être gabonais doit renoncer à sa nationalité. Le problème était résolu. Parce que ce texte ne prévoit nulle part la double nationalité. Vous voyez donc le déphasage entre le préambule et la Constitution. Nous allons trouver un autre, rien que ces deux exemples-là. C'est l'article 29. Non, pas l'article 29, l'article 21. Toute personne a le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes. L'honnêteté a une valeur constitutionnelle qui doivent avoir lieu périodiquement. Mais alors, au suffrage universel égal au vote, égal et au vote secret, etc. Périodiquement. Mais alors, périodiquement, c'est donc tous les 7 ans. Est-ce qu'on peut dire vraiment que cette volonté doit s'exprimer par les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que une fois les gouvernants élus, le peuple va les subir. Excusez-moi l'expression, s'il déconne. Il faudrait donc attendre 7 ans pour subir un président et alors, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de réduire le mandat et de reconnaître au peuple le droit de destituer le président s'il n'en veut plus? Alors, voilà donc 2 exemples. Il y en a d'autres, il y en a tellement. Il y en a d'autres qui montrent donc le déphasage entre le préambule et la Constitution, pourtant constituant un bloc. Mais on va dire donc qu'il constitue un bloc hétérogène et non homogène. Ce déphasage a un paradoxe. Le déphasage, ce déphasage a un paradoxe. Et je vais vous lire quelque chose de l'idée maîtresse
qui doit éclairer les 173 articles, qui doit éclairer, puisque ces 176 articles organisent le pouvoir, déterminent les règles de dévolution du pouvoir et du fonctionnement de ces pouvoirs. Prenons le préambule, et puis j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que ces textes auxquels renvoie la Constitution ont également des préambules. Et que ces préambules ont une valeur juridique. Bon. Le considérant 2 du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où des êtres humains seront libres de parler et d'écrire librement, de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé la plus haute aspiration de l'homme. Libéré de la terreur et de la misère. C'est pas moi, c'est le préambule qui parle de la terreur. Bien. Le troisième considérant dit qu'il est essentiel que le droit de l'homme, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Autrement dit, la Constitution parle de un régime de droit. Et ce qui est regrettable, c'est que les constitutionnalistes gabonais n'ont jamais pris la peine d'analyser d'analyser ces textes. C'est quoi un régime de droit? Seul le régime de droit doit nous mettre à l'abri de la tyrannie et de l'oppression. Autrement dit, seul le régime de droit doit préserver la liberté du peuple. Préserve la liberté du peuple gabonais. Et en relation avec la déclaration de 1789, son article 2, parmi les droits naturels imprescriptibles, il y a celui de la résistance à l'oppression. Donc, le peuple gabonais, en présence de l'oppression, a le droit de résister. Mais quand on dit un droit, il faut l'organiser. Est-ce à cause de cet article 2, je ne sais pas, qu'on a supprimé du préambule la déclaration de 1789? Alors, mais il y a également un autre aspect qui a une relation avec la résistance. C'est l'article 13. Que dit l'article 13? Pour l'entretien de la force... Non, pas l'article 13. L'article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. La force publique a donc pour mission de garantir les droits. Autrement dit, l'armée. Une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous
et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. La réalité de notre pays nous montre malheureusement le contraire.